Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda secuencia de la Noche de las Ideas. Es un gigantesco honor para nosotros tener a Cynthia Fleury. Algunos la escucharon recién en el diálogo y otros que recién llegan, bueno, van a tener el lujo de escuchar su conferencia. Quiero empezar con un aplauso para Cynthia Fleury. Bien, ella está presentando en estos días un libro que publicó Siglo XXI Editores. Aquí yace la amargura, un libro que está en sintonía con el diálogo anterior. Cómo curarse del resentimiento. Es un libro que, para quienes no lo leyeron, van a poder comprarlo al salir, al finalizar la conferencia. Luego de este momento tendremos una sesión de dedicatorias, de firmas, en el salón que se encuentra atrás. Y bueno, antes de darle la palabra a Cynthia, quiero contarles un poco quién es, para quienes todavía no la leyeron. Cynthia Fleury es filósofa, psicoanalista, enseña en 3 lugares donde justamente se reparten estos ámbitos: en el Conservatoire National des Arts et Métiers, Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, donde es profesora titular de la Cátedra de Humanidades y Salud, en la École Nationale Supérieure de Mines, y por último en el Hospital Sainte-Anne, donde enseña la filosofía. Así que podemos ver ya dentro de su campo de enseñanza cómo está con un pie en un mundo y en otro, 2 disciplinas que alimentan su obra. Aprovecho para agradecer a los socios que nos acompañan en la Noche de las Ideas, que fueron algunos citados por Frédéric y por Céline. Quiero agradecerle particularmente en este caso a la editorial Siglo XXI, que ha sido un apoyo fundamental, no solo porque el libro existe gracias a ellos, sino porque nos vienen acompañando todos estos días desde la Feria del Libro, con la prensa, y lo que les va a permitir a ustedes revivir este momento en los próximos días leyendo todos los artículos que van a salir. Así que muchas gracias y los dejo con Cynthia Fleury. Merci. Voilà, vous pouvez, je vois tout le monde mettre son casque, c'est parfait. D'abord vous dire que je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ce soir, de participer à cette très belle nuit des idées, et puis je suis particulièrement aussi touchée, alors bien sûr de la présence du directeur de l'Institut et puis du numéro 2 de l'ambassade, puisque voilà, vous êtes des êtres, les diplomates, qui êtes heureux d'être des numéros. Alors moi je dis, devant cette humilité grandiose, et qui se... Voilà, c'est le service de la France, donc voilà. Donc numéro 2, merci. Ça fait un peu James Bond, mais voilà. Donc... Et puis bien sûr, je voulais dire que j'étais extrêmement heureuse également de la présence de mes éditeurs argentins, et donc voilà, je voulais les saluer. On va être ensemble 45 minutes, je crois. On se prépare, on prépare l'eau, tout ça, parce que quand même, 45 minutes le soir, il faut vraiment le vouloir, mais vous êtes tous là avec votre consentement, d'une valeur essentielle pour la psychanalyse, le soin et pour la démocratie. Et donc nous allons revenir sur les définitions philosophiques du ressentiment. On va ensuite définir un peu qu'est-ce que sont les pathologies du ressentiment, donc un caractère plus clinicien. Et puis ensuite, on ira sur la question du ressentiment collectif. Alors qu'est-ce que le groll, ce mécontentement, voire ce ressentiment, ce grondement que chacun craint de ressentir un jour? Et Max Scheler, qui est un penseur très influencé par la phénoménologie husserlienne, le définit ainsi en 1912, donc c'est il y a un certain temps, dans un livre qui a été important, qui s'appelle L'homme du ressentiment. Le groll indique bien cette exaspération obscure, grondante, contenue, indépendante de l'activité du moi, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine et d'animosité, sans hostilité bien déterminée,
mais grosse d'une infinité d'intentions hostiles. Alors nous allons sonder cette pulsion ressentimiste de l'homme, chercher à comprendre ses origines, son mode de fonctionnement, et si possible sa guérison, si tant est qu'une guérison soit possible, aussi la traduction politique dont elle peut faire l'objet, et comment cette clinique du ressentiment dit quelque chose de l'individu contemporain et bien sûr de nos sociétés démocratiques. Alors juste un point, en 2020, pour vous montrer que c'est assez récent, paraissait un article important dans une revue de psychiatrie et de psychopathologie. Et cet article s'appelle « The Tendency for Interpersonal Victimhood, The Personality Construct and Its Consequences », donc je vais le traduire, la tendance à la victimisation interpersonnelle, la construction de la personnalité et ses conséquences. Et cet article, donc écrit par des psychiatres, des psychologues, des neuropsychiatres, définissait la tendance à la victimisation interpersonnelle comme un sentiment durable que le soi se retrouve victime dans les relations interpersonnelles. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il en faisait même un nouveau syndrome, le syndrome du TIV, pour Tendency for Interpersonal Victimhood. Et ce syndrome du TIV présenterait des conséquences affectives, cognitives et comportementales. 4 critères le définissent plus spécifiquement: le besoin de reconnaissance, je vais ensuite définir l'élitisme moral, le manque d'empathie et la rumination. L'élitisme moral, ça renvoie à l'absolutisme moral et à la binarisation du monde, sachant que la victime se définit comme le garant de la supériorité morale. L'élitisme moral est utilisé, soulignent les auteurs, pour accuser les autres d'un comportement immoral, injuste et égoïste. C'est une stratégie classique de défense contre les émotions douloureuses. Le manque d'empathie est un trait caractéristique de la victimisation qui n'arrive pas à se décentrer de sa propre souffrance, ce qui augmente l'agressivité et l'égoïsme du sujet. Et on connaît bien ça dans le mécanisme de la victime-bourreau. Le manque d'empathie est un trait caractéristique de la victimisation, ça je l'ai dit. La rumination est une focalisation sur les symptômes de sa détresse, ses causes et conséquences, plutôt que sur les solutions possibles. Et les auteurs rappellent qu'il n'existe pas nécessairement, et c'est la chose la plus importante, qu'il n'existe pas nécessairement de relation de causalité entre la victimisation et le traumatisme. Vous pouvez n'avoir subi aucun traumatisme et produire de la victimisation. Et je dirais même que vous pouvez produire la victimisation de ce qui n'est pas arrivé et considérer que ce qui n'est pas arrivé alors que c'était attendu est un traumatisme. Développer une tendance victimaire relève considérablement en fait du contexte dans lequel les individus évoluent. La victimisation est identifiée comme un trouble narcissique et les auteurs établissent un lien caractérisé entre ce syndrome de déficit et de blessure narcissique et le désir de vengeance. Alors maintenant, venons-en aux définitions philosophiques du ressentiment et à 2 grands auteurs, Nietzsche et Scheller, qui ont défini en des termes moins cliniciens le mal de ressentiment, mais qui se sont attachés à démontrer comment l'agentivité du sujet est dévoyée par une telle perception qui confine, je cite Nietzsche, à l'auto-empoisonnement. Groll, c'est la rancœur, le fait d'en vouloir à, et l'on voit comment ce en vouloir à prend la place de la volonté. Comment une énergie mauvaise se substitue à l'énergie vitale joyeuse, comment une falsification de la volonté se met en place, une sorte d'empêchement de la bonne volonté. Le sujet est dès lors focalisé sur ce que l'on appelle en clinique le mauvais objet. Intéressant de noter que le ressentiment atteint, selon Scheller, la faculté de discernement, parce qu'il est lui-même un mécanisme d'indifférenciation et d'indétermination. En fait, plus on est dans le ressentiment,
et plus on va projeter sur les alentours un phénomène de dénigrement, de manière indifférenciée. Donc c'est un manque de discernement. Il faut comprendre comment l'hyperfocalisation sur le mauvais objet nuit à la prise en considération de la complexité et de la pluralité du monde. Et comment celle-ci peut s'accompagner d'une sorte de contamination du regard. Tout est pourri, pour le dire de façon très caricaturale. Donc plus vous êtes focalisé sur le mauvais objet, plus vous allez projeter sur les alentours, un dénigrement qui fait que ce qui vous entoure est considéré comme nul et non avenu. Le ressentiment provoque une déformation plus ou moins permanente du sens des valeurs, comme aussi de la faculté de juger. Pour configurer une clinique du ressentiment, individuel ou collectif, les définitions philosophiques et psychiatriques et psychanalytiques peuvent s'articuler. D'un côté, Hegel, Nietzsche, Scheller, qui vont nous permettre de décrire la dimension plus individuelle du ressentiment, et puis de l'autre côté, des théoriciens comme Adorno, comme Wilhelm Reich, qui vont le décrire de façon plus collective. De l'autre, on va également travailler avec la classification internationale des maladies, donc plutôt des définitions psychiatriques, et puis ce qu'on appelle le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM. On est dans le DSM-5 aujourd'hui, et le DSM-5 pointe le ressentiment comme une sorte de matrice de quantité de troubles psychiatriques. Dans l'article présenté en introduction, l'important est de noter que le ressentiment, c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre ici, que le ressentiment n'est pas la traduction politique de l'injustice, comme il est souvent présenté, mais qu'il peut être décorrélé de la réalité sociopolitique de l'injustice. Dès lors, il convient de voir comment le ressentiment, qui est assez indissociable de la tendance à la victimisation, est foncièrement d'abord un phénomène psychologique, un phénomène psychique. Donc, le ressentiment, avant d'être un moment historique, c'est d'abord un moment psychique. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la table ronde. Il ne s'agit pas de le disqualifier pour nier par ailleurs la réalité toujours plus criante des injustices et des inégalités politiques. En revanche, il s'agit véritablement de se demander si le ressentiment est le moteur le plus efficace pour lutter contre les injustices sociales. Et la réponse est non. Et c'est plutôt la sublimation du ressentiment qui fait qu'on est capable de lutter contre l'injustice, les injustices sociales. Donc on présente souvent le ressentiment, je l'ai dit, comme le moteur de l'histoire, censé résulter des injustices subies, alors même que tout mouvement social est ambivalent et est traversé par des forces ressentimistes comme des forces anti-ressentimistes. Prenons le conspirationnisme, le ressentiment produit une même logique, totalitaire, par exemple. Si vous êtes riche et bien portant dans cet univers inique, c'est que vous êtes complice de cet univers inique, car celui-ci est systémique et ne considère nullement la valeur individuelle des personnes. Dès lors, un tel renversement des valeurs ne peut conduire qu'à l'avènement totalitaire, égalitariste, au sens de réificateur, de chosifiant, en lieu et place de la réification dominante. Le ressentiment déploiera une réification des dominés, devenant alors les prochains dominants. Donc il ne s'agit pas d'instaurer une justice sociale pour tous. Le cercle vicieux ne se rompt pas, il bénéficie simplement à un nouveau groupe. Le ressentiment n'est donc pas une pensée pour faire advenir la justice sociale, mais une idéologie, un rapport de force qui cherche à s'établir et à promouvoir les intérêts d'un nouveau groupe qui se jugeait jusqu'à présent spolié. Revenons à la définition philosophique du ressentiment. Chez Hegel, elle est résolument indissociable de la dialectique du maître et de l'esclave. Mais il faut bien comprendre qui est le maître et qui est l'esclave. C'est seulement, écrit Hegel, par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté, qu'on prouve que l'essence de la conscience de soi n'est pas l'être, n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord, n'est pas
son enfoncement dans l'expansion de la vie. Autrement dit, c'est en acceptant la confrontation avec le réel de la mort, le risque, comme dit Foucault, le risque parésiastique. Alors parésia, ça vient du terme grec, hein. Le parésia, c'est le dire vrai, et donc c'est en assumant ce risque de, on pourrait le dire autrement, ce risque de penser, ce risque de vouloir tenter de dire le vrai de quelque chose, le courage de la vérité, le risque de la pensée, que la conscience de soi s'établit comme telle et se libère de ce que l'on appelle la servitude mortifère. Donc l'esclave, chez Hegel, ne désigne pas une position politique. L'esclave, chez Hegel, désigne une position philosophique, éthique, métaphysique, au sens où l'esclave est celui qui refuse de risquer sa vie. Hein, c'est ça la dialectique du maître et de l'esclave. On retrouve cette posture de servitude volontaire résolument dans l'attitude ressentimiste, même si le sujet ressentimiste le nie. Cette description de l'esclave fait directement écho à celle aussi qu'on retrouve chez Nietzsche, lorsqu'il associe la fameuse morale des esclaves au ressentiment. Les vocables chez Nietzsche pour désigner les individus épris de ressentiment sont les suivants. Intoxication, araignée, tarentule, morale des esclaves, cette expression qui est très intéressante, carnassier domestiqué, aussi cette expression qui est très intéressante, incapacité du sujet de faire face au désert, à l'aridité. Foule, magnifique expression aussi, foule des êtres manqués. Absence d'intérêt pour l'évolution collective de l'homme, troupeau, ni franc, ni naïf, ni loyal. Voilà, les ressentimistes sont, dit Nietzsche, des âmes qui louchent. Voilà, le sujet ressentimiste s'entend à se rapetisser. Voilà un petit peu toutes les formules que vous trouvez chez Nietzsche. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas nécessairement d'un côté les esclaves et de l'autre les maîtres, mais qu'il existe bien évidemment souvent, à l'intérieur de chaque sujet, la dialectique du maître et de l'esclave. On a toujours, donc lorsque Nietzsche dit on a toujours à défendre les forts contre les faibles, il ne faut pas inverser, il ne faut pas, comment dire, produire un contresens. La sentence nietzschéenne qui a donné lieu à quantité d'interprétations, d'ailleurs souvent fascisantes, en fait, le fort, ce n'est pas le fort au sens de dominant, politiquement parlant, c'est le fort en soi, au sens de, comme diraient les Grecs, de rectitude de l'âme. Hein, il faut protéger celui qui, d'une certaine manière, a une rectitude de l'âme en soi. Je sais que ce n'est pas souvent compris comme ça, donc c'est pour ça que je le dis. Donc défendre le fort contre le faible ne s'identifie en aucun cas à défendre le puissant politiquement contre le démuni. Non. L'équation est bien plus subtile et simplement le combat est d'abord intérieur, spirituel. Défendre le fort, c'est défendre l'obligation d'une sublimation du ressentiment en soi. C'est ne pas céder à la pulsion ressentimiste. C'est ça que veut dire Nietzsche. Encore une fois, le sujet peut être traversé par la pulsion ressentimiste, mais y succomber, y rester indéfiniment coincé, c'est produire l'esclave en soi. C'est se soumettre à la passion mortifère. Le ressentiment est une forme de dénaturation de la morale, alors qu'elle prend ses apparats, parce qu'elle sépare, cette dénaturation de la morale, l'homme de son action, en l'installant dans la seule réaction. Alors faisons un pas du côté des pathologies du ressentiment. Alors peut-être que vous allez rigoler en reconnaissant soit vous-même, soit quelques camarades, mais bon. Lorsqu'il s'agit de définir plus cliniquement le ressentiment, prendre connaissance des critères posés justement par le DSM, par le manuel diagnostique des troubles psychiatriques, est utile
Le ressentiment n'y est pas clairement défini en tant que tel, mais il est le noyau dur, je l'ai dit tout à l'heure, de quantité de troubles, dont celui dit de troubles oppositionnels avec provocation. Très typique de certains adolescents et d'autres, mais pas que, hein, heureusement, et qui se caractérise, et ça c'est important, par une attitude systématique négativiste, hostile et vindicative. La personne atteinte de ce trouble ne reconnaît jamais ses torts, provoque avec passivité, agressivité ou agressivité tout court les autres, a des accès de colère non maîtrisés, donc il y a des parts de colère, surtout est d'une mauvaise foi pathologique, avec une susceptibilité exacerbée, désavoue toute forme d'autorité, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle désobéit sans nécessairement avoir accès au sens de cette désobéissance. On appelle ça un abruti. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas, soyons gentils, je ne veux pas être dans la caricature, mais voilà, désobéir sans comprendre le sens de sa désobéissance, c'est un peu dommage. Parce que c'est là où la désobéissance n'est pas un acte politique, c'est simplement une attitude négativiste et on ne sait même pas pourquoi on désobéit. Bon, très bien. Donc on est braqué contre. Bref, il se trouve enfermé dans un comportement négatif récurrent, ne proposant jamais de solution ni de remise en cause de son comportement, et le ressentiment est permanent et les positionne en tant que victime-bourreau. Il est intéressant de voir que le trouble aggravé de ressentiment peut parachever un trouble de l'attention, au sens où le sujet ne sait plus se nourrir du regard sur les choses, n'est plus apte à regarder avec concentration, et donc à considérer ce qu'il voit comme nourriture spirituelle, pouvant dès lors faire son travail compensatoire. A l'inverse, ce qui est vu provoque de l'irritabilité, est identifié comme étant hostile, du moins comme mettant en danger l'identité de l'individu, qui ne se jugera pas à la hauteur d'eux, ou qui se considérera victime ou exclu, ou discriminé, ne pouvant bénéficier de ce que les autres ont. L'antagonisme qui structure la posture du ressentiment est souvent associé à ces troubles de l'attention, ce qui est assez logique, car la concentration nécessite, pour exister, une forme d'assentiment au monde, d'accueil, proprement étranger à la posture antagoniste. Comprendre quelque chose, apprendre à connaître, s'étonner simplement, en fait, s'appuie sur une capacité d'attention préalable. À partir du moment où le sujet est azimuté, totalement concentré sur lui-même, il ne peut plus produire aisément cette attention, cet accueil à ce qui est, comment dire, autre, et qui pourrait au contraire venir l'alimenter, le nourrir contre sa tristesse et contre sa passion triste. On voit dès lors pourquoi préserver l'attention, la qualité de cette attention est essentielle, car celle-ci est matricielle de quantité de comportements cognitifs et sociaux, et inversement son déficit. Et c'est important parce qu'on a vu tout à l'heure avec Philippe Steiner et avec Giuliano, qui est, je crois, devant moi, on a vu que, on a vu que nous sommes dans un mode de modification de nos régimes d'attention par l'outil numérique. Et l'outil numérique vient quand même disqualifier nos régimes d'attention à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais on voit ici que plus on s'habitue à produire une attention non qualitative, moins on est capable de lutter contre sa pulsion ressentimiste. Le ressentiment apparaît également dans l'enfance, c'est vrai, en troubles associés lorsqu'il y a une angoisse de séparation et déjà une première incapacité à faire face à la frustration parentale. Dans l'éducation se jouent alors des points essentiels qui n'empêcheront peut-être pas le ressentiment de poindre, mais qui donneront au sujet des capacités de résister à son emprise, voire de le dépasser. Savoir se séparer, comprendre le sens de la frustration, comprendre sa libération possible et pas seulement son aspect déficitaire, est un enjeu clé pour orienter ses comportements futurs.
L'éducation est un enseignement de la séparation, de cette aptitude à produire un jour une autonomie, consciente bien sûr de son interdépendance, mais consciente également de sa solitude réelle et de ses manques. Ce jeu subtil de l'apprivoisement de la distance, de la coupure, de la symbolisation, autrement dit, ce qui permet de couper sans faire disparaître, ce qui permet de maintenir la présence de ce qui est absent, parce que c'est ça la symbolisation. La symbolisation nous permet de rendre présent ce qui est absent. Donc, le ressentiment, c'est une incapacité à rendre présent ce qui est absent. Le ressentiment, c'est un déficit profond de symbolisation avant d'être un mal du déficit de la matérialisation. Il y a une incapacité à symboliser. Il faut la chose. Voilà. Mais le problème, c'est que la vie, c'est l'absence. C'est la mort, et c'est le manque, et c'est la séparation, et c'est précisément la non-chose. Il faut la matérialité pour y croire. Il faut l'avoir. Le fait d'avoir pour valider qu'il y a fait. Or, il est strictement impossible d'avoir toujours. Sans parler du fait que c'est antinomique avec la santé de l'homme qui se doit d'être mobile, en mouvement, donc séparé, donc symbolisant. Cette frustration sublimée, Freud lui donne un nom, sinon alors celui de culture, celui de civilisation, et je cite Freud, « Il est impossible de ne pas se rendre compte en quelle large mesure l'édifice de la civilisation repose sur le principe du renoncement aux pulsions instinctives et à quel point elle postule précisément la non-satisfaction de puissants instincts. Ce renoncement culturel régit le vaste domaine des rapports sociaux entre humains. Et nous savons déjà qu'en lui réside la cause de l'hostilité contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter. Réprimer ses instincts et comprendre comment cette répression, bien évidemment, ne doit pas être un asservissement du sujet, une soumission, mais au contraire, une libération. Alors, pour continuer dans les pathologies, hyperactivité, déficit de l'attention, déficit de la capacité à se séparer, à accepter la frustration et à la sublimer, déficit de symbolisation, et à ce portrait de trouble, il faut rajouter ce qui est classique d'ailleurs dans la schizophrénie, à savoir le trouble schizo-affectif et les délires associés de persécution. Alors, je ne vais pas développer ce délire de persécution, mais juste dire un point qui est important, c'est que très souvent, ceux qui sont atteints de ce délire de persécution vont développer ce qu'on appelle une paranoïa quérulente. Et la paranoïa quérulente, c'est quoi? C'est une personne qui est atteinte de paranoïa quérulente. Elle va en fait considérer que sa seule réparation peut passer par la loi et par une judiciarisation incessante. C'est ça, la paranoïa quérulente. Et donc, très souvent, on a comme ça des personnages qui se pourvoient auprès des tribunaux en faisant quantité de réclamations pour justement essayer de réparer par la justice leur pulsion ressentimistes. On voit ici la difficulté à laquelle sont souvent confrontés les cliniciens et plus généralement l'univers de la justice. Demander justice est un acte nécessaire et non nécessairement pathologique, bien évidemment. Donc il faut absolument maintenir cette question de la justice, mais la paranoïa quérulente, à savoir cette capacité ultra-procédurière, cette volonté, ou plutôt cette croyance que la loi peut tout, et surtout cette croyance que la loi donnera forcément raison à la personne qui se croit lésée, autrement dit, la loi n'étant ici qu'un super-moi, imposant aux autres ce qu'ils croient, c'est-à-dire l'inverse de la loi. Et l'on retrouve l'argument nietzschéen qui considère que le désir de loi peut être le parachèvement du ressentiment.
Cette folie procédurière, cette mania, est précisément étrangère à celui qui n'est pas mu par le ressentiment et qui ne cherche pas à obtenir réparation par la loi. Et demander justice, effectivement, ce n'est pas se faire justice, et on voit ici que le rapport à la loi est généralement très vicié, et la fétichisation de la loi, bien connue dans certains pays, corrobore cette thèse. On comprend mieux alors comment cette contradiction, dénigrement de la loi et absolue revendication de celle-ci, en fait, est au cœur du ressentiment, qui ne perçoit pas la nature de son délire en désirant ce qu'il, soi-disant, omnie. Cela ne signifie pas que nous devions nous passer de loi, mais qu'il faut sans doute avoir à son égard une grande distance et ne l'utiliser qu'en ultima ratio. Alors, je vais passer parce que je vois le temps qui court, et j'ai encore normalement un quart d'heure, et donc je voudrais aller aux approches philosophiques du ressentiment collectif. Si Adorno et Wilhelm Reich peuvent être convoqués pour dire quelque chose des liens éventuels entre ressentiment et démocratie, alors même que leurs travaux font plus spécifiquement référence au phénomène historique fasciste, c'est parce qu'ils manient les notions suivantes, à savoir les notions de réification, c'est-à-dire de chosification de l'individu, les notions de reconnaissance, les notions d'aptitude à la liberté. Autre notion également qu'on trouve chez Adorno, celle d'égalitarisme répressif. Et toutes ces notions, qui sont extrêmement présentes dans les sociétés démocratiques contemporaines, sont tout à fait utilisées chez Adorno et chez Wilhelm Reich. Et Adorno et Reich montrent que le fascisme, avant d'être un phénomène historique et politique, est prioritairement un phénomène psychique. Et avant le fascisme politique, il y a ce que Wilhelm Reich appelle le fascisme en moi, ou ce que Adorno appelle la personnalité à potentialité fasciste. Et au cœur de ces psychismes viciés, il y a la notion de ressentiment, de déresponsabilisation du sujet et de projection délirante, victimisante. Adorno est un penseur clé pour se saisir du problème du ressentiment dans son processus individuel et collectif et pour comprendre comment y résister, du moins quel type de personnalité peut s'en extraire. Adorno va chercher à comprendre les mécanismes de la pensée fasciste, son identification avec le faible, mais surtout le retournement déterminant qu'il s'agit d'opérer. Car le fascisme, dans son acception de masse, fonctionne autour de cette vengeance du faible, entre guillemets, mais avec une identification petit à petit au fort, vengeant les faibles. Il faut ce retournement du narcissisme blessé, une forme de restauration narcissique, pour que le fascisme s'installe plus durablement et avec une violence enfin assumée, alors qu'elle pouvait par le passé se dissimuler comme toute technique faible de défense et de réaction. Adorno parle aussi d'égalitarisme répressif, notion particulièrement pertinente quand on veut saisir ce rapport ambivalent au chef qui saisit les groupes. C'est un rapport au chef, au leader, comme une extension de soi-même, de ce soi faible, de ce faux self, pouvant enfin assumer tous ces démons pulsionnels sans que personne ne vienne l'en empêcher. L'individuation n'a aucune place et le chef s'y donne l'illusion d'un individu libre, désaliéné, n'en est pas un, il est en fait le grand réifié, celui qui a poussé au maximum son devenir chose, il est dans le déploiement maximal, tout puissant de la régression, mais sans jamais pouvoir accéder à soi désormais. Et Adorno donne cette définition du fascisme qui fait écho à la maladie même du ressentiment et à sa réalité psychotique majeure,
Il dit le fascisme, c'est la dictature des malades de persécution qui réalisent toutes les angoisses de persécution de ses victimes. Voilà ce que c'est que le fascisme. C'est cette machine à valider les angoisses de persécution de ses victimes. Dans les années 1950, Adorno continue d'élaborer ses théories sur la personnalité, et notamment celles qui pourraient être à l'origine de potentialités fascistes, et celles-ci voient converger différents traits comme le conventionnalisme, donc les personnalités qui ont du ressentiment sont dans du conventionnalisme. Il parle également, formule géniale, de servilité autoritaire, d'agressivité, et souvent on pourrait dire de le passif agressif. Bien évidemment, le penchant à la projection, à la manipulation. Laissons un instant l'explication de la personnalité fasciste et utilisons Adorno pour faire le lien entre ressentiment et réification. L'autre nom de la réification, à savoir la rationalité instrumentale, et notamment celle du capital, est d'installer l'individu comme la proie de désirs qui ne sont pas spécifiquement les siens, mais une fois coincé dans cette rivalité mimétique bien connue des lois psychiques, l'individu désire ce qu'il n'a pas et s'enferme dans un régime de frustration permanente, lui faisant désirer ce qu'il croit lui être nécessaire pour être reconnu comme sujet. Et cette boucle entre réification, reconnaissance manquée et ressentiment, nous l'apercevons encore lorsque Adorno et Horkheimer nous expliquent la manière dont opère l'industrie culturelle pour enserrer l'individu. Et en fait, aujourd'hui, nous pourrions dire les choses de façon assez semblable. Il est étonnant de noter que nous avons, par exemple, dans le monde du travail, dans le monde du capital néolibéral, un grand mouvement de dénarcissisation. Voilà. Alors, c'est quoi ce mouvement de dénarcissisation dans le monde du travail? C'est par exemple de dire à l'individu qu'il est remplaçable. Le monde du travail aujourd'hui dit à l'individu, tu es remplaçable, tu es interchangeable. C'est ce que dit le néolibéralisme. Il est interchangeable, il est précarisé, il est mis à disposition, tu dois sans cesse t'adapter, il est sous pression permanente, etc., etc. Donc on a un phénomène de dénarcissisation qui construit le monde du travail. Et à l'autre bout de la chaîne, on a précisément l'univers de la consommation qui vise à renarcissiser cet individu, mais par le circuit court. Donc on voyait très bien ce boucle, c'est-à-dire que toute la journée on passe à être dénarcissisé, et le soir on demande à être renarcissisé par du circuit de la récompense court, et alors ça peut être, je ne sais pas moi, binger, je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant, et donc on passe, je ne sais pas, X heures devant les réseaux, les séries, enfin tout ce qui peut nous remettre dans une camisole de jouissance et quand même, malgré tout, nous renarcissiser pour repartir le lendemain matin et être de nouveau dénarcissisé par un monde de pression permanente et de réification. Et ça marche très bien, parce que plus on est dénarcissisé dans le monde du travail, plus on a besoin, comme une drogue, d'une narcissisation à court terme, rapide, et qui active le circuit dopaminique, le circuit de la récompense. Donc, ce système-là, bien évidemment, ça produit beaucoup de réification, parce qu'on a soit une réification, une chosification par une dénarcissisation réelle, soit une réification par de la camisole de jouissance, par de l'addictogène. Alors, pour saisir la nature du ressentiment collectif, et pour conclure, pour saisir la nature du ressentiment collectif et surtout son avènement, la manière dont la masse choisit un leader, la manière dont elle est responsable et non pas seulement suiveuse. Il faut se reporter à un ouvrage qui est considérable des années 30, 1933, de Wilhelm Reich, et qui s'appelle « La psychologie de masse du fascisme ». Et Reich est très intéressant parce qu'il prend en considération précisément la responsabilité de la masse. Cette responsabilité masquée
par souvent la revendication d'un apolitisme, et puis aussi par le fait que la masse se définit comme victime, hein, donc elle n'est pas responsable. On comprend plus aisément, grâce à lui, comment, petit à petit, de façon latente et irrémédiable, et c'est pour ça que le ressentiment, c'est une construction profonde qui a lieu sur plusieurs années, donc comment, petit à petit, de façon latente, irrémédiable, les individus se constituent en un corps dont les parties ne sont reliées entre elles que par le ressentiment. Comment ce corps déformé va délibérément identifier un leader pour permettre l'officialisation de la pulsion mortifère. En somme, pour donner libre cours à la rumination présente depuis longtemps en lui et qui le ronge. Je passe sur les citations, je dis ça à ma traductrice, et Reich montre que cet apolitisme revendiqué n'est nullement une neutralité ou une indifférence, mais une latence, celle de la dissimulation du ressentiment personnel qui attend son heure, sans avoir conscience toujours de cette attente, c'est cela ruminé, et qui approfondit son mal-être à défaut d'approfondir son action, qui volontairement, consciemment ou inconsciemment se dessaisit de sa responsabilité personnelle. Et là aussi, je passe la longue, citation. Reich montre comment, en négligeant systématiquement, au motif justement qu'il n'est pas scientifique, oui, c'est ça, un certain type d'explication des comportements humains, notamment psychanalytiques, et comment nous produisons un soutien indéfectible à leur maintien dans la résistance caractérielle, celle-là même qui empêche une théorie du changement basée sur l'action et non un passage à l'acte dont le pilier est le ressentiment. Il faut bien comprendre que le ressentiment, ce n'est pas le moteur de l'histoire au sens de ce qui viendra produire de la justice sociale. Ce qui vient produire la justice sociale, c'est la sublimation du ressentiment, que le ressentiment ne produit pas une théorie de l'action, mais produit un mécanisme réactionnaire, ce qui, là aussi, n'est pas la même chose, et on pourrait même dire que le ressentiment est un acte de décompensation, et l'acte des décompensations permet ce qu'on appelle des passages à l'acte, et non pas des théories de l'action. La notion, chez Wilhelm Reich, la notion de peste émotionnelle est utilisée par Reich pour définir le type de situation sociale à laquelle la masse des individus parvient lorsque ces derniers n'ont pas su déployer leur énergie, leur force libidinale, autrement dit, lorsque celle-ci a été socialement réprimée, notamment, parfois, dès les premières années d'enfance et d'adolescence, et surtout, par-delà celle-ci, ce qui maintient le sujet dans une position pseudo-infantile de soumission à la réalité, alors même qu'il devrait devenir apte à la liberté. Et Reich va définir cette notion d'aptitude à la liberté et comment, en fait, un sujet développe cette aptitude à la liberté par des capacités de sublimation. Et je vous rappelle juste que la définition chez Freud des capacités de sublimation, c'est simple, c'est simplement différer d'une certaine manière la jouissance, être capable de différer la jouissance. C'est-à-dire, alors ça veut dire quoi être capable de différer la jouissance? Ça veut dire que je peux, entre la jouissance et moi, entre un plaisir qui arrivera, la sublimation, passer par l'effort, le travail, le métamorphique, la douleur, éventuellement, etc., etc. Le réel. J'accepte qu'il y a entre moi et le plaisir fantasmé, il y a quelque chose qui s'appelle le réel. Et que le réel, ce n'est pas simplement la mort. Je peux en faire quelque chose. Donc, et c'est comme ça que l'on peut produire cette fiction régulatrice qui s'appelle l'aptitude à la liberté. Et ça, on pourra en parler ensemble si vous voulez, parce que je ne suis pas nécessairement un auteur qui croit en la réalité du sujet
et en la réalité de la liberté. Donc je suis tout à fait consciente que nous sommes les fruits des déterminismes sociaux, historiques, culturels. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus régulateur pour la société. Est-ce que si on veut défendre la possibilité d'une éthique, est-ce que la possibilité d'une éthique pour tous peut se passer de l'idée régulatrice du sujet? A priori, non. C'est-à-dire que si on valide le fait que nous ne sommes que les enfants du déterminisme, à ce moment-là, la déresponsabilisation a tout à fait lieu d'être, et donc la possibilité de l'éthique est nulle. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est-à-dire comment on protège malgré tout, je pense, cette illusion, et ce qu'on appelle un idéal régulateur, on va l'appeler comme ça, c'est moins violent, un idéal régulateur pour justement permettre une dimension civilisationnelle, et qui dit une dimension civilisationnelle dit nécessairement une dimension éthique. Et la dimension civilisationnelle chez Freud, c'est la capacité de sublimation de la pulsion ressentimiste qui étreint l'homme depuis la nuit des temps. Voilà un petit peu, puisque je crois que j'en suis, j'ai fait mon temps, comme dirait l'autre, 45 minutes, et je vous remercie pour l'attention qualitative, non ressentimiste donc, de votre audience. Voilà, merci beaucoup.